Toute cette histoire a commencé 2 ans avant que le futur président n'entre à l'Élysée, lorsqu'il est allé faire la connaissance du dictateur, un jour d'octobre 2005. Il est alors un fringant ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, qui ne fait pas mystère de ses ambitions présidentielles. Depuis l'aéroport, son convoi file à travers Tripoli, capitale d'un État de 6 millions d'habitants que la manne pétrolière a rendu le plus riche d'Afrique. Sur les murs, s'affiche partout l'homme qui le dirige d'une main de fer depuis 1969. Officiellement, le ministre a été convié ici à venir s'entretenir de la lutte antiterroriste et de l'immigration irrégulière. Pourquoi vouliez-vous aller en Italie? Je voulais partir. On veut contrôler les choses. En coulisses toutefois, cette visite a pour le ministre d'autres enjeux, plus personnels. Elle a été initiée par un homme de l'ombre, un Libanais. Un intermédiaire en armement à la fois proche de plusieurs membres de son entourage et familier du pouvoir libyen. En 2005, je rencontre le fils du colonel Kadhafi en visite privée en France. Alors il m'invite en Libye pour aller rencontrer son père, le colonel Kadhafi, et je rencontre Kadhafi. Quand je parlais de Nicolas Sarkozy à lui, je parlais de lui comme quelqu'un qui allait changer beaucoup la démarche française en général dans le domaine de la politique extérieure. C'est Sèvres qui s'est emballé sur Sarkozy. Sèvres qui a poussé son père. Papa, il est formidable. Papa, il est formidable. Je retourne en France, je vois M. Guéant, et les choses se sont mises en place. Et M. Claude Guéant était venu préparer la visite plusieurs fois. Je crois que je l'ai venu au moins 2 fois, pas forcément une fois. M. Claude Guéant avait ses propres contacts. Signe de l'importance qu'il accorde à cette relation, son plus proche collaborateur devient dès lors son agent de liaison avec les Libyens. En fin de matinée, devant la tente bédouine plantée au milieu de son palais caserne, apparaît le dictateur. Depuis peu, il n'est plus un chef d'État paria à la tête d'un pays sous embargo. En renonçant au terrorisme et à l'arme nucléaire, il est devenu fréquentable aux yeux des Occidentaux. Sous cette tente, il a déjà reçu des dirigeants européens. Mais ce jour-là, il surprend ceux qui connaissent ses habitudes, comme l'ambassadeur français en poste à Tripoli depuis 4 ans. Le colonel Kadhafi ne recevait jamais le matin parce qu'il avait des nuits sans doute très longues et le matin il était toujours un peu dans le brouillard, si j'ose dire de façon. Et donc c'était plutôt le soir, l'après-midi ou plutôt le soir. Et là il est reçu tout de suite. La diplomate Zohra Mansour est une intime du dictateur, la responsable de ces fameuses Amazones. Le guide m'a dit, Zohra, nous honorons quelqu'un qui sera candidat à des élections importantes. S'il arrivait au pouvoir, nous pourrions entretenir de bonnes relations avec son pays. Ça vaut le coup, non? Moi, ils me l'ont dit, c'était l'objectif principal. On accueille M. Sarkozy parce qu'on sait qu'il peut avoir un destin important en France et être le futur président. Enfin, l'ambitieux ministre, novice sur la scène internationale, et l'indéboulonnable dictateur au pouvoir depuis 36 ans font connaissance. L'empressement du Libyen à rencontrer ce possible président français a une raison. Merci de nous recevoir malgré le ramadan. Après avoir vainement tenté de prendre la tête du monde arabe, le dictateur rêve de fonder des États-Unis d'Afrique, que bien sûr il dirigerait. Autoproclamé roi des rois,
Ces milliards lui donnent les moyens de ses ambitions. Mais sur sa route, il craint la France et sa très active politique africaine. La France, qui s'est toujours opposée à ses projets. Ainsi, ses rapports avec le président Chirac sont-ils notoirement glaciaux. Il fallait donc améliorer nos relations avec la France, coûte que coûte, pour qu'elle ne perturbe pas, par son influence sur certains pays africains, les discussions sur la fondation des États-Unis d'Afrique. C'était notre but et c'est ce qu'on attendait de Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur. L'un des hommes chargés des relations avec la France est le cousin du dictateur, son stratège, son confident. Une chose est sûre, il nous a montré le plus grand respect. Il nous a fait l'impression d'un homme honnête qui voulait sincèrement développer nos relations et corriger les erreurs de la France en Afrique. Le dictateur ne peut qu'apprécier ce ministre qui prône publiquement la rupture avec le président français du moment. Il s'en retourne en France avec le pouvoir à conquérir. Et s'il ne revient pas en Libye, plusieurs de ses proches feront le voyage. Parfois pour parler affaires, car après les années d'embargo, le juteux marché libyen suscite des convoitises. Ainsi, l'homme d'affaires Takieddine effectue de nombreux séjours dans les grands hôtels de Tripoli. Il utilise ses relations dans l'entourage du futur président pour emporter des contrats d'armement et évince ainsi des intermédiaires implantés de plus longue date. J'ai mes clients eux-mêmes qui viennent vers moi et qui me disent Zia Takieddine est arrivé avec un courrier en tête du ministère de l'Intérieur. Sarkozy était ministre de l'Intérieur et dans le courrier il y avait marqué, je recommande chaudement M. Zia Takieddine, homme de l'industrie, très connu par nos services, un homme remarquable pour les industriels Thales, Dassault, Snecma. Allons-y, pourquoi pas McDo. Enfin, il y en avait pour tous les goûts. Et signé M. Sarkozy. J'ai su après que Sarkozy a été interrogé à l'Élysée. Sarkozy dit, mais enfin, écoutez, soyons sérieux, vous avez une copie? On lui a répondu, ben non, on n'a pas de copie. Bon, bah alors, écoutez, enfin, vous connaissez les Libanais. C'est ce que j'ai su, ce qu'il aurait répondu, vous connaissez les Libanais. Enfin, bon, enfin. C'est pas lui qui me mandate, hein. C'est pas lui qui me mandate. Par contre, Nicolas Sarkozy a reçu officiellement ma désignation comme interlocuteur de la part des Libyens avec lui. Le futur président ne sait peut-être pas tout ce qui se trame autour de lui ou en son nom. Mais entre lui et le dictateur, il flotte dès lors un fumet affairiste qui ne sera pas sans conséquence à la fin de cette histoire. Je veux être le président de la France des droits de l'homme. Parce que je le crois au plus profond de mon cœur. Je ne crois pas à ce qu'on appelle la réelle politique qui fait renoncer à ses valeurs. Je ne veux être complice d'aucune dictature à travers le monde. En janvier 2007, celui qui exprimait son respect au dictateur lance sa campagne présidentielle sur un bien autre ton. Gagner une élection vaut bien de se poser en chantre des droits de l'homme.
surtout lorsqu'on est précédé par une réputation de ministre de l'Intérieur à poigne. C'était l'époque où une certaine gauche intellectuelle s'insurgeait de ses propos. Et à un moment donné, on a senti chez lui le besoin aussi de s'adresser à ces intellectuels-là, parce que même s'ils ne sont pas majoritaires dans le pays, ils ont une certaine influence. Nicolas Sarkozy était sensible. Très sensible à ce que pouvaient penser les Bernard-Henri Lévy, les Glucksmann, les Bruckner. Les droits de l'homme, ça ne pouvait pas ne pas me plaire. En plus, il est vrai que Nicolas Sarkozy avait un langage et dans sa campagne des thèmes qui étaient très nouveaux par rapport à l'orthodoxie de la droite. Deuxième grand objectif de la France, promouvoir les libertés et les droits de l'homme sur la scène internationale. Je ne me tairai jamais devant ces insultes aux droits de l'homme. Eh bien, la France, elle n'est elle-même que quand elle promeut la liberté contre l'oppression. C'est ainsi qu'à l'issue de la campagne, il recrute 2 personnalités atypiques qui compteront dans la suite de cette histoire. De Bernard Kouchner, héros de l'humanitaire, il fera son ministre des Affaires étrangères. Et il invente une fonction inédite sous la Ve République, celle de secrétaire d'État aux droits de l'homme, qu'il confiera à la jeune Ramayad. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters Salgavo. Salgavo, un célèbre théâtre parisien. La foule ignore qu'elle va assister au premier acte de la pièce que le nouvel élu s'apprête à jouer avec le dictateur. Après les généreuses paroles du candidat, place aux actes du président. Là, c'est une grande surprise. Il fait un discours de vainqueur, Salgavo à Paris devant ses supporters. Et puis, dans l'euphorie générale, il place le début de son mandat sur le terrain de la politique étrangère. C'est en Méditerranée que tout va se jouer. Qu'il nous faut surmonter toutes les haines pour laisser la place à un grand rêve de paix et à un grand rêve de civilisation. Le temps est venu de bâtir une union méditerranéenne qui sera un trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Ce qui a été fait pour l'union de l'Europe il y a 60 ans, nous allons le faire aujourd'hui pour l'union de la Méditerranée. Réunir tous les pays riverains de la Méditerranée au sein d'une union politique. Telle est sa spectaculaire et surprenante promesse. Tout juste élu. Et déjà, il aspire à un coup de maître qui prouverait à tous qu'il est ce grand président pareil à nul autre qu'il promettait d'être. Pour réussir son pari, il a besoin du soutien d'un État d'Afrique du Nord, incontournable autant que peu coopératif, dirigé par un peu commode dictateur. Le nouveau président a de bonnes raisons de penser qu'il trouvera en lui un allié. En ce début de quinquennat, tous les chemins le mènent en Libye. Il s'attelle sans tarder à son union pour la Méditerranée, s'efforçant de convaincre les chefs d'État de la région d'y adhérer. Il a aussi en tête les grands contrats qu'il pourrait obtenir de la riche Libye. Lui qui a promis de ramener milliards et emplois aux entreprises françaises. Et puis, cerise sur le gâteau, il saisit l'opportunité de réaliser un bon coup de communication qui contribuerait à sa gloire. À Tripoli, en effet, l'imprévisible guide libyen a suscité un nouvel obstacle dans ses relations avec l'Occident. Il
détient 5 infirmières bulgares dont le calvaire émeut l'opinion internationale. Injustement accusées d'avoir inoculé le virus du sida à des enfants, torturées, elles viennent d'être condamnées à mort. Depuis des mois, l'Union européenne négocie leur libération avec le dictateur. En ce mois de juillet 2007, la commissaire aux relations extérieures est sur le point de réussir. Dans une journée, parce qu'il changeait toujours tout, on a négocié ça. Et c'était prêt à signer. Et là, nous voulions signer. Et tout d'un coup, les Libyens, ils avaient coupé tout. Et ils voulaient savoir, oui, on n'est pas sûr. Nous avons fait le travail. On ne savait pas que Sarkozy négociait derrière. Car à l'Élysée, dans la plus grande discrétion, entouré de sa seule garde rapprochée, Jean-David Lévite, son conseiller diplomatique, Henri Guénaud et l'indispensable Claude Guéant, le président joue en personne les négociateurs. On me passait un coup de téléphone, le président Sarkozy irait parler à Kadhafi, dis-nous où se trouve Kadhafi à 2h de l'après-midi ou à 5h de l'après-midi, et c'est comme ça que les choses se passaient. Et ça, j'ai eu au moins 4 ou 5 coups de téléphone. Pour les sauver, eh bien, il fallait aussi accepter en contrepartie d'abord de discuter avec le colonel Kadhafi. Ça a beaucoup joué, ça, enfin, parce que Kadhafi se sentait considéré. Quand vous recevez un coup de téléphone, quand vous recevez un message écrit, c'est une chose, mais quand ensuite vous voyez 15 jours après, un nouvel appel, etc., à 3-4 reprises, ça marque. Surtout avec ces pays-là, qui quand même sont des pays où la relation humaine est fondamentale. Pour devenir le libérateur des innocentes infirmières, le président est prêt à offrir beaucoup. Il sait que le dictateur rêve d'effectuer une prestigieuse visite officielle en Occident pour marquer son retour sur la scène internationale. C'est en échange du sauvetage des infirmières bulgares qu'a été fait la promesse de recevoir le colonel Kadhafi en visite d'État à Paris. Le président accède à un autre désir cher au dictateur. Affligé d'avoir dû renoncer à l'arme nucléaire, le Libyen veut posséder au moins une centrale nucléaire, symbole de puissance. Depuis des mois, il sollicite les autorités françaises, jusqu'à présent circonspectes face aux caprices d'un dictateur réputé incontrôlable. Il y avait des gens qui étaient tout à fait opposés à s'aventurer ou à s'engager. C'est pas une aventure, à s'engager dans cette voie, même à pas compter. Mais là-dessus, le président de la République a arbitré. Parce que là, à chaque reprise, dans les entretiens auxquels j'ai assisté, le président, à plusieurs reprises, le président Kadhafi, ça lui tenait à cœur, ce point-là. C'était un personnage extrêmement intelligent, très manœuvrier, un homme de pouvoir très efficace. Il a tiré tout le parti qu'il pouvait tirer de cette négociation. Ils n'ont pas cherché à obtenir davantage. Non, le seul, c'est l'accord de défense qui a fait un petit peu de problème, et parce que les Libyens voulaient une sorte de clause de défense en disant que, en gros, s'ils étaient attaqués, la France devait venir à leur secours. On sait bien qu'il n'était pas question de ça. Et je sais que mon homologue libyen m'a dit, j'ai pas pu obtenir. Moi, je lui ai dit non, ça c'est exclu. Il faut pas chercher. Je lui ai dit, ça passera jamais. Le dictateur a obtenu presque tout ce qu'il pouvait espérer. Dans la nuit du 22 juillet 2007, le deal est scellé. « 48 heures plus tard, en Bulgarie, un avion de la République française rend la liberté aux malheureuses.
Des dizaines de journalistes sont venus retransmettre ce succès présidentiel. Ils découvrent alors qu'il comporte un inattendu volet conjugal. Madame Sarkozy! Pour aller chercher les infirmières en Libye, le président s'est fait représenter par sa femme, Cecilia. Un geste envers le dictateur, et peut-être même plus que cela. Et puis, on est des Arabes, vous savez. Il a envoyé sa femme à Tripoli. Ça compte. Il nous était difficile de refuser la demande d'une femme sur un sujet comme celui-là. Je crois, pour lui, c'était important aussi pour montrer à Cecilia qu'elle pouvait jouer un grand rôle si elle restait. Ça était un peu ce que j'ai compris quand elle était avec moi dans l'avion. Il espère, à travers l'affaire libyenne, qu'elle va trouver sa place et que, comme ça a marché, il imagine qu'il va pouvoir la garder comme ça. Avec sa femme, le président vit une crise de couple. Il cherche à la retenir par tous les moyens, y compris les moins conventionnels. Baroque exercice du pouvoir, où diplomatie et vie privée se mêlent. Tiens. Bon, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation dans des délais aussi brefs. Je voulais vous dire quelle était notre joie devant la fin de ce long calvaire qui a frappé 5 femmes. Puis vous comprendrez que je dis également que Cecilia a fait un travail tout à fait remarquable. Que pour être une phrase courte et n'en est pas moins très sincère. 2 mois seulement après son arrivée au pouvoir, le dictateur lui offre cette victoire diplomatique éclatante. De surcroît paré de bons sentiments de toutes sortes. Et ce ne sont pas les interrogations de la presse qui vont gâcher ce moment. On sait bien que rien ne se fait avec le colonel Kadhafi sans compensation. Moi, si vous me posez la question, la France a-t-elle versé 1 euro? Ma réponse, c'est non. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'arracher 5 malheureuses femmes à un sort bien peu enviable. Il y avait un problème à résoudre, on l'a résolu. Point. Pour servir nos intérêts, dans notre projet africain, nous avions décidé de soutenir Nicolas Sarkozy dans cette affaire, par tous les moyens. En l'occurrence, nous voulions lui donner une carte à jouer. Cette carte, le président va venir la jouer en Libye, dès le lendemain. Après son premier séjour, le président est de retour à Tripoli. L'ambassadeur méritant et le chef du protocole libyen l'attendent au bas du tapis rouge. Il est accueilli en grande pompe et en terrain connu. La libération des infirmières est pour le président des droits de l'homme un paravent commode. Qui s'offusquerait en effet de cette escale à Tripoli au lendemain d'une si émouvante libération? Il peut passer en toute quiétude aux choses sérieuses avec le dictateur. Autant la première visite avait été un peu fade, discrète, j'ai pas pu entendre. Autant alors là ça a été la fiesta, voilà. Dans le jardin de sa caserne, au pied d'un bâtiment laissé en l'état depuis le bombardement américain de 1986, c'est un dictateur en tenue d'apparat qui accueille le président et son importante délégation. Parmi elles se trouve la jeune secrétaire d'État aux droits de l'homme, Ramayad. Arrivé à moi, il me serre la main.
Et je lui serre la main il était d'ailleurs étrange. On n'aurait pas dit un président parce que il était habillé tout en costume blanc avec sur la poitrine une carte de l'Afrique en plastique, vous voyez, noir, et puis des lunettes de soleil, puis ses cheveux tout mouillés ou huileux, je sais pas trop, et puis donc, il se pensait le représentant de l'Afrique. Et moi, étant d'origine africaine, donc il a dû penser qu'on devait avoir une complicité particulière. Et donc, il me dit, mais comment, à 30 ans, vous êtes ministre? Et moi, du tac au tac, je réponds, mais vous, à 27 ans, vous aviez bien fait un coup d'État. Et là, je vois le regard du président Sarkozy qui part dans tous les sens. Et puis lui, ça le fait rire manifestement. L'heure est à l'idylle, surtout lorsque vient la signature d'une dizaine d'accords de coopération. Oui, mais alors, on avait signé je ne sais plus combien de documents, mais qu'est-ce qu'on signe comme accord? Je ne m'en plains pas. Auparavant, c'est moi qui avais été chargé de rédiger ces accords. Le guide m'a dit textuellement, Zora, s'agissant de la France, il ne faut pas t'inquiéter. Sarkozy est notre ami. Tout va bien pour nous. L'accord sur la défense, en particulier, a de quoi réjouir le dictateur. La France entraînera ses forces spéciales et lui fournira les armes les plus modernes. À la suite de ce rapprochement, les Français lui vendront même un système de surveillance d'Internet qu'il utilisera pour traquer ses opposants. Ceci, il est vrai, pèse à l'époque fort peu dans la balance. Quand vous faites des contrats de vente d'armes, vous imaginez bien que le gouvernement peut effectivement les utiliser d'une autre manière que pour préserver l'indépendance nationale. Bon, voilà, mais faut-il donc ne plus vendre d'armes à quiconque? Il faut trouver toujours quelqu'un pour leur vendre des armes. Et ouais, là encore, c'est la difficulté morale de tout cela, mais le monde est comme il est. Pour le président, ces accords sont de moindre importance, à côté du dossier qu'il a prévu d'évoquer dans quelques minutes avec le dictateur. Sa chère union pour la Méditerranée. Après 2 mois de présidence, elle semble à portée de main. Il a besoin toutefois du soutien déterminant de son hôte. C'était un axe majeur de sa politique étrangère. Lui arrivait avec un esprit cartésien et une discussion structurée en tête. En face, l'interlocuteur n'était pas dans les mêmes dispositions intellectuelles, disons. J'ai le souvenir d'une scène de théâtre, d'une incommunication flagrante, d'une comédie jouée par Muammar Kadhafi. Avec tout l'enthousiasme dont il est capable, le président expose sa vision géopolitique au maître des lieux, à qui il offre de le rallier. C'était un sphinx. Il répondait pas. Ou il disait 3-4 mots en arabe, sans rapport du tout avec la discussion qu'on voulait avoir avec lui. Il y avait des éclairages sur ce qu'on pouvait lui vendre. En général, tu fais pourquoi des armes anti-chars ou je sais pas quoi. Et nous, nous ne savions pas, il fallait qu'on prenne des conseils. Le dictateur élude. Bernard Kouchner recentre la discussion avec un peu d'insistance. Le président l'a repris en disant Kadhafi, n'écoutez pas ce que dit mon ministre des Affaires étrangères. Non, Sarkozy voulait une visite qui se passe bien. Bon, il disait, je suis là pour faire plaisir à mon hôte qui m'a fait... donc, autant ne pas lui compliquer de ne pas évoquer les choses dans le détail. En gros, le président a dit, on verra, on vous précisera les choses, les grandes lignes, tout ça. Lorsqu'il quitte la tente,
le président ne doute pas de gagner son hôte à sa cause. Le dictateur, lui, masque sa déception. Il escomptait un président acquis à ses rêves africains. Il reçoit un ambitieux qui lui demande de se rallier à un projet concurrent. Nous pensions que Sarkozy avait pris en compte le projet que nous avions impulsé en Afrique. Et là, nous constatons qu'il cherche juste à se donner un rôle historique, qu'il veut être le chef. Kadhafi a toujours eu cette ambition un peu fantasque, mais enfin de rassembler l'Afrique, ou en tout cas une partie de l'Afrique, et il a essayé d'atteindre cet objectif plus par l'ingérence que par la coopération. Donc notre message assez évident était de lui dire, puisque vous avez renoncé au terrorisme et aux armes de destruction massive, renoncez aussi à l'ingérence, à la déstabilisation de vos voisins. Trop sûr de lui, le président mésestime les ambitions du roi des rois d'Afrique. Bref, l'entrevue se révèle un jeu de dupes, chacun se méprenant sur les intentions de l'autre. Dans la soirée, Nicolas Sarkozy vous retrouve à l'hôtel où là il va faire il va débriefer longuement son entrevue avec Kadhafi. Il est très content de cette affaire, il ne cesse de la raconter tant et plus. Il est très content de son début de mandat qu'il veut absolument marquer par un gros coup sur le plan diplomatique. C'est ce qu'il cherche. Son grand dessein, c'est de réunir tout le monde. Il ajoute Kadhafi dans son puzzle. Moi, les échos que j'en ai eu, c'est que les choses s'étaient bien passées. Le colonel Kadhafi s'était montré très ouvert sur l'idée d'une union pour la Méditerranée. De retour vers la France, il reste à l'hyper-président, comme on commence à le surnommer, à honorer une promesse. La visite officielle qu'il a offerte au dictateur. Il compte bien qu'elle renforce son entente avec lui et parachève sa grande offensive diplomatique de début de mandat. Cinq mois plus tard, en décembre, la femme du président est finalement partie. Le dictateur arrive. La veille de sa venue, les deux hommes se croisent à Lisbonne, dans le cadre d'un sommet international. Mais le président va recevoir un dictateur resté fidèle à lui-même. Il vient de faire scandale en déclarant à un journal portugais Permettez-moi de dire qu'il y a moins de problèmes à recevoir le président Kadhafi, dont les services collaborent avec les services occidentaux dans la lutte contre le terrorisme, dont les infirmières ont été libérées dans un avion de la République française. Pour le reste, il a sa personnalité, son tempérament. C'est pas moi qui vais les juger. Au petit matin ce lundi, on déroule le tapis rouge. Par rouleaux entiers. Dans la cour d'honneur de l'Élysée et en face, dans les jardins d'une annexe du palais. Première dans les annales du protocole, on y a dressé une vaste tente bédouine. Oh, ils ont accepté toutes nos demandes. Le message de Kadhafi pour sa première visite en Occident après une longue période de rupture
C'était « Ce n'est pas parce que je me rends en Europe que je change ». Mais voilà qu'un grain de sable vient gripper le bel ordonnancement. Personne à l'Élysée ne s'est aperçu que le dictateur arrive à une date un peu particulière. La journée internationale des droits de l'homme. Or, le président est le secrétaire d'État chargé de ce sujet-là. Avant cela, j'ai rencontré les infirmières bulgares, que je n'avais jamais rencontrées depuis. Et je suis sortie de cette rencontre bouleversée parce qu'elles m'ont raconté les conditions de leur détention avec les attaques des chiens, enfin des choses absolument cauchemardesques qu'on ne lisait même pas dans la presse. Et ça a modifié évidemment mon regard. J'ai essayé de demander un changement de date parce que le 10 décembre était symbolique. Mais il n'y avait pas d'argumentaire, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, c'est décidé, c'est calé. Je n'avais pas à me mêler du domaine réservé du président. Alors, à l'heure du laitier, ce lundi matin, la jeune secrétaire d'État frappe un grand coup. À un journal, elle lance « La France n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant peut venir s'essuyer les pieds de ses forfaits ». Avant de rééditer à la radio... Personnellement, je me retrouve avec une journée des droits de l'homme sur les bras et Kadhafi sur le tarmac d'Orly. Donc pour moi, c'est un problème. Au retour de la radio, vers 9h, 9h30, le président de la République m'appelle en me disant de venir le voir à l'Élysée. Et il était silencieux, me tournant le dos face à la fenêtre, et le silence dure très longtemps. Puis arrivent les deux conseillers, là, Lévite, messieurs Lévite et Guéant, qui donc me sermonnent lourdement. Vous vous rendez compte, son avion est dans le ciel français, il ne veut pas atterrir. Bon, je lui dis, écoutez, qu'il rentre chez lui. Bon, après, il me dit, c'est pas le moment de plaisanter. Donc, j'ai arrêté de plaisanter et je lui dis, effectivement, c'est très sérieux. Et Nicolas Sarkozy les arrête et puis leur demande de préparer la suite avec moi, savoir qu'est-ce que je dis maintenant. Bon, ils m'ont envoyé sur Europe 1, j'ai essayé de tourner autour du pot, voilà. La rebelle est contrainte d'approuver du bout des lèvres cette visite qui commence décidément sous de mauvais auspices. Et en fin d'une matinée pluvieuse, le dictateur finit par débarquer à Orly à la tête de ses Amazones et d'une suite de 200 personnes. L'ancien parrain du terrorisme s'offre pour la première fois une visite prestigieuse dans une grande capitale occidentale. Qui plus est, celle d'un pays qu'il a longtemps combattu. Se trouver là est pour lui un succès éclatant. Il ne s'en cache pas. Le programme qu'on lui a concocté n'en est-il pas la preuve? D'abord cette réception ici même, puis à l'Assemblée nationale. Enfin ce dîner de gala en son honneur. Nous avons beaucoup apprécié qu'on nous serve du couscous à l'Élysée. C'était un message tout à fait positif. Il était très heureux de tout ce que le gouvernement français lui offrait. Il a été accueilli avec grande déférence. Autant alors faire durer le plaisir. En France, l'usage diplomatique veut que les visites officielles durent 3 jours. Le dictateur demande à prolonger son séjour de 3 de plus. 1 semaine en tout. Je ne dis pas qu'il s'est invité, mais il a demandé à rester à Paris et on lui a accordé, bien évidemment, puisqu'on souhaitait que cette visite lui soit agréable. À chaque jour, il inventait un nouveau
sujet de préoccupation. Quand les Libyens vous disent, écoutez, je souhaite aller à Versailles parce que j'ai toujours un rêve difficile de lui dire, ah non, vous n'allez pas aller à Versailles, non, c'est trop pour vous. Le touriste de marque fait privatiser le célèbre château royal. C'est là que le roi recevait les ambassadeurs. Avant de filer au Louvre, puis de réclamer d'autres divertissements encore, à des organisateurs quelque peu dépassés. Il avait décidé de visiter Paris en bateau-mouche, par exemple. Vous imaginez ce que ça représente en termes de sécurité, puisqu'il faut sécuriser les berges, mais aussi les ponts. Et pourquoi ne pas lui dire non, tout simplement? Difficile de refuser à une personnalité qu'on reçoit le droit de découvrir Paris en bateau-mouche. Parti à la chasse à Rambouillet. J'étais pas chasseur moi-même, puisqu'il n'y avait qu'un seul fusil, c'était celui de Kadhafi. Mais les services de sécurité étaient en place depuis 9h du matin pour bloquer au moment du passage du convoi. Le convoi est arrivé vers 12h30, 1h. Les rues bloquées exaspèrent les Parisiens. La pompe déployée pour un dictateur choque les Français. Ils assistent à des scènes comme celle-là. De pacifiques opposants en exil, séquestrés dans un car des heures durant, afin d'éviter que le dirigeant libyen ne les aperçoive sur son passage. Les plus sidérés sont les proches des 170 victimes de l'attentat commis sur ordre du dictateur contre un avion français en 1989. Ce jeune homme y a perdu son père. N'oublie pas. Imaginez dans 10 ans, le président américain qui reçoit Ben Laden à la Maison Blanche et qui lui fait signer des contrats. Quatre ans auparavant, le dictateur a consenti à indemniser les familles des victimes du décédiste UTA, mais il refuse toujours d'extrader les auteurs de l'attentat, parmi lesquels son propre bras droit. Avant sa venue à Paris, les familles avaient demandé à être reçues par le président. Un de ses collaborateurs les avait éconduits. Il me dit, oh, c'est pas grave, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on va pas s'embêter s'il reste un peu de poussière dans les coins. J'étais assez choqué par cette façon de voir les choses. Ce à quoi il a dit, mais de toute façon, on ne pourra pas vous recevoir, il n'y en a pas question, ça ferait un incident diplomatique. On est resté là-dessus. Mais au cours de la visite, le président est contraint de faire volte-face devant les caméras pour donner un gage à l'opinion ou par crainte d'un scandale. Je crois qu'il était un peu angoissé à l'idée de nous voir, d'où le fait qu'il était dans un monologue. Et il disait qu'il y avait beaucoup de fatwas contre lui, qu'il était victime lui-même en disant qu'il était visé par le terrorisme. Il a voulu créer une empathie avec nous, sauf qu'à mon avis, c'était pas le bon canal. Il voulait montrer que lui-même était une victime. Résumons. Le président invite le dictateur pour sauver des victimes bulgares, refuse de recevoir d'autres victimes françaises du terrorisme libyen, les reçoit finalement et se pose lui-même en victime. Le coup diplomatique vire à la farce et à la crise médiatico-politique. Une visite qui dérange, des voix qui s'élèvent, c'est la question du jour. Le président libyen est-il oui ou non le bienvenu? C'est une erreur et c'est même incompréhensible. Nicolas Sarkozy dit qu'il a changé. Mais c'est faux. C'est l'affaire des infirmières bulgares. Quand on prend 5 otages, qu'on les torture, qu'on les martyrise pendant des années et qu'on les rend contre rançon, ça s'appelle comment? Face à la multiplication des critiques, le susceptible dictateur riposte en organisant à l'UNESCO un meeting à sa gloire. يزايدوا على العالم بحقوق الإنسان وحقوق الإنسان كيف هم يزايدوا علينا بحقوق الإنسان
قبل لا تتكلموا عن حقوق الإنسان في بلدان أخرى خلينا نتأكدوا من الإنسان في بلدانكم عنده حقوق ولا ما عندهاش. Nous n'avions prévenu personne de cette initiative. Et je peux vous dire que les Français qui organisaient la visite ont été très vexés par le discours de frère Mouammar. Cette visite tourne à la farce tragicomique. Que des relations diplomatiques normales soient établies avec la Libye, cela se conçoit. Mais que la France fasse le cadeau d'une réhabilitation à grands frais, c'est une maladresse qui nous coûtera. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, jusqu'où irez-vous dans la négation de vous-même? La parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Jusqu'à présent, le chef de la diplomatie, caution humanitaire du président, s'était prudemment tenu à l'écart de la visite controversée. Vous avez cité un certain nombre des prises de position de monsieur Kadhafi. Sachez que je les réprouve. Lorsqu'il a parlé des droits de l'homme, ici, c'est-à-dire des droits de l'homme dans notre pays, en Europe, c'était assez pitoyable. Je dis c'est pitoyable, oui c'est pitoyable, voilà c'est ce que je pense. Mais je n'avais pas changé lorsque Nicolas Sarkozy m'a proposé d'être ministre des Affaires étrangères. Il savait très bien à qui il demandait. Je sentais bien que tout ça l'avait agacé, et que, bien sûr. De l'autre côté de la rue, pour le dictateur, c'en est trop. Il attendait que cette visite consacre sa respectabilité. Au lieu de cela, on l'injurie, on le juge pitoyable. Il soupçonne le président lui-même de le trahir. Car enfin, un ministre peut-il agir sans l'accord de son chef? Devant ses conseillers, il entre dans une colère terrible. Kadhafi a été trompé par Sarkozy. Lui était clair comme de l'eau de roche, et Sarkozy s'est comporté avec fourberie. C'était une attitude contraire à toute diplomatie. Pour nous, musulmans et diplomates, c'était un comportement inadmissible. S'il le détestait, pourquoi l'invitait-il en France? L'accueillait-il chaleureusement? Pourquoi était-il venu le visiter en Libye? Tout ça, c'était de l'hypocrisie. La situation s'envenime encore lorsque le président tente désespérément de désamorcer la polémique qui agite la France. C'est bien beau les notions de droits de l'homme et les postures entre le café Flore et le Zénith. Mais ces postures, elles ont laissé pendant 8 ans ces malheureuses infirmières. J'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Dans tous ces aspects, tout ce qu'il restait à faire. Maintenant, ce président lui fait publiquement la leçon. La coupe est pleine. La vengeance est un plat qui se mange froid. Aussi, le dictateur ne laisse rien paraître de son courroux lorsqu'il va retrouver son hôte. Le dernier entretien